Mais c'est bon, l'enregistrement est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire dédié aux aides financières à la mobilité solidaire dans le Cantal. Pour faire un rapide rappel, ce webinaire est organisé par la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes et ses adhérents dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Mobile Pro Plus, qui a pour objectif de sensibiliser les acteurs locaux aux solutions de mobilité inclusive existantes sur le territoire. Voilà, c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent ces webinaires. Donc, je suis Oriane Mathèse, chargée de mission pour la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes et je vais co-animer ce webinaire avec Pierre Savaric, président de l'AFAPCA. Pierre, je te laisse te présenter avant que je présente la fédération. Ouais. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Du coup, je ne suis pas président de la FAPCA, mais directeur de la FAPCA, et co-président de la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes. C'est rien de bien grave foncièrement. Du coup, je vais co-animer avec Oriane ce webinaire. L'objectif, c'est vous présenter des grandes généralités et d'avoir du temps d'échange entre nous pour ceux qui ont des questions à poser. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à nous couper et à prendre la parole par rapport à ce qui pourrait être dit et à ce qui pourra vous être présenté, en fait. Merci. Je vais laisser les participants qui veulent bien faire un tour de table. Comme on n'est pas très nombreux, c'est l'occasion de pouvoir échanger directement avec nous. Donc, je vous laisse appuyer dans la barre d'infos dans votre onglet participer. Comme ça, vous pouvez ouvrir vos micros et vous présenter, donc nous dire dans quel établissement vous travaillez, sur quel territoire et vos attentes pour ce webinaire. Merci. Bon, je peux peut-être commencer. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Alors, du coup, moi, je travaille au GRITA des Monts du Cantal, sur les sites de Mauriac et de Saint-Flour. Je suis formatrice et coordonnatrice des dispositifs d'insertion. Voilà. Merci, c'était parfait, merci. Et du coup, j'ai pas dit mon nom et prénom, si? Non, je crois pas. Donc, Gwendoline Girard. Enchantée. Je peux prendre la suite si vous voulez. Donc, je suis Raphaël Vital-Durand, je suis coordinatrice du déploiement du Soliguide sur les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal. Et donc, voilà, je participe à ce webinaire plutôt dans une attente de visibilité et de savoir un peu ce qui se passe sur le territoire. Merci. Je vais prendre la suite du coup. Emeline Such, donc je suis la chargée d'insertion de Haute-Terre Communauté à Murat. Donc je suis en charge de l'accompagnement et de la gestion de l'atelier chantier d'insertion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la parole et se présenter? Ah, on a un message dans le chat. Désolée, pas de micro. Julien, conseiller à la mission locale d'Aurillac. Enchanté. Vous pouvez également utiliser le chat pour nous écrire ou si vous avez des questions lors de ce webinaire. Donc, bienvenue à tous les participants. Donc, je vais présenter rapidement la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes. La Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une fédération qui regroupe différentes structures de la mobilité inclusive et solidaire. On regroupe 16 adhérents sur 11 départements sur 12. Donc, on est présent dans tous les départements sauf dans l'Ain. Et du coup, les différents adhérents, ce sont des garages solidaires, des écoles à statut associatif, des loueurs solidaires, des vélos-écoles. Ça, c'est nos différents adhérents. Nos missions au sein du réseau, c'est d'accompagner et professionnaliser les acteurs, de fédérer les initiatives locales et régionales, de porter des projets innovants ou d'apporter notre expertise et notre ingénierie. On appartient à un réseau plus large qui est une fédération nationale qui a été créée en 2017, qui regroupe 11 régions et plus de 150 opérateurs de la mobilité inclusive. Rapidement, je vais vous présenter une cartographie de nos adhérents sur la région. Donc, on est présent, comme je disais précédemment, dans tous les départements, sauf dans l'Ain, et particulièrement dans le Cantal, avec 2 structures qui sont le garage solidaire d'Aurillac et la FAPCA.
pour vous mettre un petit peu dans le bain et dans la thématique de la mobilité inclusive. Je vais vous proposer une définition et vous allez devoir me dire si c'est vrai ou faux. J'imagine que certains ne connaissent pas cette notion de mobilité inclusive. Alors, vous allez voir apparaître normalement sur vos écrans une définition. Alors, donc la mobilité inclusive est l'ensemble des dispositifs de mobilité qui facilitent le transport des usagers éprouvant des difficultés à se déplacer de manière autonome dans le cadre de la réalisation de leurs déplacements quotidiens. Vrai, faux, je ne sais pas. Je vous invite à voter. La plupart ont bien répondu en répondant que la définition était vraie. Donc j'espère que maintenant, c'est un peu plus clair pour vous ce que c'est que la mobilité inclusive. Pierre, je vais te laisser présenter la FAPCA. Alors du coup, brièvement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et la thématique du webinaire, donc la FAPCA, l'association que je dirige, porte 4 types d'actions différentes. Une sur tout ce qui est remobilisation et action santé, tout ce qui est autour de l'accompagnement à la mobilité, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, l'accompagnement à la formation et l'accompagnement vers l'emploi avec les clauses d'insertion sociale. Et dans le cadre du coup de l'accompagnement à la mobilité, on porte un dispositif qui est la plateforme de mobilité Cantalmove. Et depuis janvier, on a aussi une auto-école solidaire sur l'association. Pour se donner un ordre d'idée, la FAPCA a pas vocation initialement à travailler sur la mobilité, mais c'est un frein qui est prégnant sur notre territoire et dans lequel on s'est, j'allais dire, engagé à œuvrer. Et donc depuis, on travaille sur différents groupes ou avec différents partenaires pour justement essayer d'expérimenter des choses sur le territoire pour faciliter la mobilité solidaire, la mobilité inclusive et arriver à répondre justement à ces défis du déplacement du quotidien, comme ça pouvait être précisé dans la définition qu'Oriane vous a transmise tout à l'heure. Donc on organise une fois par an ce qui est un challenge mobilité avec le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je suis coprésident de la Fédération Mobine, j'interviens sur un groupe de travail pour Cap Rural. On a œuvré à la mise en place du garage solidaire avec l'association Aurore et le Secours catholique. Je co-anime un groupe de travail Mobilité pour tous avec le programme Handicap et Société et Alice Fort. Et après, on est financé pour l'ensemble de ces actions par les fonds européens, les services de l'État, la région, le département et des partenaires privés, le FASTT, la G2R, Parcours Confiance, des choses comme ça. On va en reparler, on va retrouver ces noms-là sur la suite des slides. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou pas? A priori, c'est que c'est plutôt clair. Tu peux présenter le territoire d'intervention. Du coup, l'association a son siège à Aurillac. Par contre, quand on parle de mobilité, on essaie de se rapprocher au plus près des bénéficiaires. Donc, apparaissent en orange les points sur lesquels on intervient le plus fréquemment. Quand je dis le plus fréquemment, on est une fois par semaine à peu près sur ces points-là. L'idée étant d'être au plus près des bénéficiaires, de lever le premier frein à la mobilité que de se rendre au premier rendez-vous. On arrive à faire des choses en visio, mais c'est plus à la marge. On vous a remis la zone j'allais dire, de déplacement de l'auto-école solidaire. C'est plutôt le point rouge là qui est autour d'Aurillac et donc les communes limitrophes. On essaye d'aller le plus loin possible pour essayer de récupérer les personnes qui sont sur des territoires où il n'y a pas d'auto-école à proximité ou choses comme ça. Malgré tout, on est toujours limité, vu qu'on est sur un lancement de dispositifs sur le bassin de vie d'Aurillac. On aura peut-être des projets à court ou moyen terme de développer sur l'ensemble du département. Et on vous a remis en bleu les points où le garage solidaire a des véhicules en location à tarif social. Donc, il y a Saint-Flour, Murat, Ide, Mauriac et Aurillac, bien sûr. Sachant que les réparations s'effectuent sur Aurillac et les achats aussi. Par rapport au territoire, donc un diagnostic, mais tout le monde connaît le territoire à peu près autour de la visio. Donc,
On est en milieu rural, on est sur un territoire un peu malaisé où il est difficile de se déplacer d'une préfecture à une ville sous préfecture. Et du coup, c'est un frein principal pour le retour à l'emploi, cette problématique de mobilité, mais ce n'est pas seulement une problématique financière. Souvent, la mobilité, c'est multifactoriel, c'est aussi bien économique, bien évidemment, social, psychologique, cognitif, ou des fois du coaching ou de l'accompagnement renforcé peut suffire à aider, mais en tout cas, ce n'est pas obligatoirement que financier. Merci Pierre. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez soit intervenir, soit les mettre dans le chat. En quelques chiffres, donc les aides financières à la mobilité solidaire, qu'est-ce que c'est? Donc ça, on a récupéré des données au niveau national. Donc quand même, les difficultés financières, c'est un jeune sur deux qui ne s'inscrit pas au permis pour des raisons financières. Et pour faire un rappel un petit peu du budget mobilité dans les foyers, ça concerne 25% du revenu consacré à la mobilité dans les populations les plus vulnérables. Donc ça reste un budget très important. Et je me permets de recouper, pardon Oriane, sachant qu'il y a une étude qui est sortie la semaine dernière, les publics les plus vulnérables pour sortir de la situation de vulnérabilité mettent 6 générations. Donc on se rend compte que si on ne lève pas la problématique du frein à la mobilité dans le travail d'accompagnement socio-professionnel ou social, le chemin est encore plus long pour ces publics-là en fait. Et au niveau de la région, donc on a remis le montant de l'aide de la région pour financer le permis, mais ça concerne seulement l'aide au permis de conduire qui est de 200 €. On en parlera un petit peu plus tard. En tout, les microcrédits et les aides financières en 2020, ça représentait 4% des dossiers des bénéficiaires du réseau Mobine Aura. C'est plus élevé maintenant qu'en 2020, qui est l'année de la pandémie. Donc, on est en train de réactualiser les chiffres, donc on pourra vous les communiquer bientôt. Et au niveau des types de publics accompagnés par les adhérents de la fédération, c'est majoritairement des demandeurs d'emploi, des allocataires de minima sociaux, des jeunes en mission locale et les bénéficiaires les plus... ça concerne les seniors et les salariés en IE. Donc voilà, il y a tous ces types de publics qui sont accompagnés. Du coup, et au niveau de la FAPCA. Pardon, oui. Concernant le Cantal, donc là, c'est des chiffres 2021. La plateforme a accompagné 430 personnes en 2021. On est à peu près sur la moitié de bénéficiaires au RSA, 86 personnes en SIAE et 60 personnes qui avaient une reconnaissance travailleur handicapé. Sur ces 430 personnes, il y a eu 183 bénéficiaires qui ont pu justement accéder à une aide financière dans le cadre de leur permis ou dans le cadre de leur mobilité, que ce soit code plus permis, permis seul, remise à niveau, achat ou réparation de véhicules, en fait. Ou même location. Il y a même eu un petit bout pour une location à la marge. Pour se donner un ordre d'idée, on vous a fait une moyenne c'est autour des 1 200 € l'aide perçue par bénéficiaire à peu près. Sachant qu'un permis coûte au minimum 1 500 à 1 600 € à peu près. Code plus conduite. Et vous voyez un peu le détail, les aides au permis, c'est à peu près 50%, l'achat de véhicule 44%, les réparations 4%, la location même pas 1%. Les réparations de véhicules, c'est peu parce que pour accéder à certaines réparations de véhicules via le garage solidaire, il n'y a pas besoin de passer par la plateforme de mobilité. Donc du coup, il y a tout un tas de réparations qui se font en direct avec des prises en charge qui ne marchent pas sur des dossiers à FAPCA en fait. Le coût total donc des projets accompagnés, on a eu un budget avoisinant les 245 000 € d'aide financière sur l'année 2021, dont on va dire presque 220 000
qui sont des aides nous concernant à l'attention des bénéficiaires, et on demande toujours un cofinancement aux bénéficiaires qui s'élève à 25 000 €. On est à peu près à 10% de cofinancement pour les bénéficiaires sur les projets. Vous avez à côté les origines des financements, le détail un petit peu. Donc, on a une enveloppe concernant les fonds de stratégie pauvreté alloués aux bénéficiaires du département. On a du mécénat de la G2R La Mondiale qui nous octroie une enveloppe aussi. Le conseil départemental qui met à disposition ses crédits d'insertion pour les bénéficiaires du RSA et de minima sociaux auxquels on peut faire des demandes. On mobilise du microcrédit social via le parcours confiance. On mobilise des aides du Fonds d'action sociale du travail temporaire, le FAST, des fonds des services pénitentiaires et d'insertion de probation. On mobilise un peu de CPF des bénéficiaires quand ils le souhaitent. On a utilisé du PIC IAE et on retrouve le financement personnel des bénéficiaires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tous ces chiffres ? A priori, non. Il n'y a pas de message dans le chat non plus. Pour faire un petit rappel du parcours mobilité, pour expliquer un petit peu comment ça se passe pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. Du coup, le parcours mobilité, c'est quand même l'idée qu'un bénéficiaire soit orienté par un professionnel de l'accompagnement, que ce soit un conseiller Pôle emploi, un conseiller mission locale, un conseiller d'insertion professionnelle dans un chantier d'insertion, voilà, qui va nous orienter l'un de ces bénéficiaires. On va nous mettre en place un accompagnement avec un diagnostic mobilité, un accompagnement individuel sur le savoir bouger ou pouvoir bouger. Tout ce qui est savoir bouger, ça sera plutôt tout ce qui est apprentissage, code de la route, conduite, toutes ces choses-là. Le pouvoir bouger, on sera plus sur les réparations, les solutions de financement, la location de véhicules. Tout ce qui est accès au covoiturage, à l'autopartage, c'est quelque chose qu'on a du mal à développer dans le Cantal. On fait toujours un bilan de parcours une fois que l'accompagnement de la personne prend fin. Du coup, nos solutions de notre côté, vous allez les retrouver ici. Sur le savoir bouger, on a des ateliers sur du FLE mobilité. On peut avoir des ateliers de français langue étrangère sans que ça soit tourné vers mobilité, mais plutôt des fois côté professionnalisation. On réoriente des personnes vers un dispositif qui s'appelle Impact Cantal sur des problématiques de confiance en soi, de gestion du stress, gestion des émotions par rapport au code, à la conduite, des choses comme ça. On a un dispositif qui s'appelle Coup de pouce santé qui permet d'accéder à des psychologues aussi, donc qui peuvent lever les mêmes freins autour souvent de la confiance en soi. On mène quelques ateliers collectifs sur comment apprendre à se déplacer. Donc là, ces ateliers-là, aujourd'hui, sont plutôt tournés vers des personnes en situation de handicap. Et on va travailler avec des acteurs locaux de type l'ADAPI. Comment un salarié des AT peut se rendre sur son lieu de travail dans de bonnes conditions en respectant le code de la route sans se mettre en danger, sans être dangereux pour les autres non plus. Donc ça, ces ateliers-là sont plus à la marge. Par contre, sur le pouvoir bouger, tout ce qui va être achat, réparation, location, on a vu tout à l'heure sur la slide d'avant que c'était, on va presque dire, un petit 50% de l'activité. Et tout ce qui était code de la route et conduite permis B, c'était l'autre moitié de l'activité à peu près. Et pour accompagner cette démarche-là, on a accolé une auto-école solidaire sur notre organisation de la plateforme qui permet de mettre en place différents ateliers pour acquérir les savoirs de base pour l'obtention du code de la route. Et pour les personnes qui ont les plus grosses difficultés dans la conduite, c'est-à-dire plus de 40 heures de conduite minimum, ils peuvent rentrer sur l'auto-école pour accéder donc à des cours de conduite, que ce soit sur boîte manuelle ou boîte automatique. L'auto-école solidaire n'a pas vocation à accompagner toutes les personnes qu'on a sur la plateforme de mobilité. Les personnes qui relèvent et qui peuvent aller dans une auto-école dite commerciale ou traditionnelle, en fait,
vont vers cette auto-école-là et on mobilise des aides financières à ce moment-là dans le cadre de cette orientation vers une auto-école de leur choix, en fait. L'auto-école solidaire vient bien en renfort pour des publics bien spécifiques, donc où il y a des prérequis. Le côté en boîte manuelle, il faut au minimum 40 heures d'évaluation de conduite et en boîte automatique, au minimum 26 heures, c'est-à-dire plus du double du minimum légal, en fait. On est parti sur ce critère-là. Est-ce qu'il y a des questions sur les solutions qui sont proposées par la FAPCA? Pas de questions. On va passer à la petite animation. Donc, je vais vous poser, sur le même principe que la définition de la mobilité inclusive, quelques questions qui vont apparaître sur votre écran pour vous mettre dans la peau d'un bénéficiaire, en savoir un petit peu plus sur cette thématique des aides financières. Alors, première question. Combien de dossiers de microcrédit ont été réalisés par la FAPCA en 2021? Je ne sais pas si Pierre, tu l'as dit ou pas, mais... Non, je ne l'ai pas dit. La vérité est au milieu. Si tu donnes la réponse, c'est trop facile aussi. Ah bah, je ne l'avais pas dit avant. Deuxième question. D'après des chiffres du ministère de l'Intérieur, quel est le coût réel du code et du permis de conduire? 1 400 €, 1 800 € ou 2 000 €? Ah, tout le monde n'est pas d'accord. Mais c'est bien 1 800 €, les coûts estimés du coût réel du permis de conduire. Alors du coup, tout à l'heure, pour le Cantal, moi j'ai parlé autour des 1 600 €. Dans certaines auto-écoles sur le territoire, le coût de l'heure de conduite est moins élevé qu'au niveau national. Donc c'est en train de se rééquilibrer par contre. Ça sera de moins en moins vrai au vu des derniers devis qu'on reçoit. Mais malgré tout, jusqu'il n'y a pas si longtemps, on était quand même un peu en deçà des coûts nationaux. Merci pour ces précisions. Troisième question. Dans quelle situation un prêt de microcrédit ne peut-il être accordé? Pour l'achat de véhicules, pour une formation professionnelle, pour un permis de conduire, pour des soins de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou par la mutuelle, ou pour l'achat d'un bien immobilier. On s'adresse à un public d'experts sur le microcrédit, puisque tout le monde a répondu juste, donc c'est bien pour l'achat d'un bien immobilier, qu'on ne peut pas solliciter de dossier de microcrédit. Quatrième question. Combien coûte une voiture en moyenne par an? 2 000 €, 5 000 € ou 10 000 €? Que des experts dans cette audience, encore une fois. Donc, c'est bien 5 000 €. Après, le prix varie en fonction, bien sûr, du prix de l'essence. Donc, c'était des chiffres qui étaient déjà un petit peu anciens. Je pense qu'ils seront réactualisés avec l'inflation. Dernière question sur le microcrédit. Quelle est l'unique condition pour être éligible au microcrédit? Bénéficier des minima sociaux, être au chômage ou avoir un projet professionnel visant à une insertion sociale ou professionnelle? Donc, c'est bien d'avoir un projet professionnel, personnel, visant à une insertion sociale ou professionnelle. Et voilà, ce sera tout pour cette animation. Merci à tous d'avoir répondu aux questions. On va passer maintenant dans le vif du sujet. Du coup, afin de préparer ce webinaire, j'ai mis en avant quelques aides qu'il existe. L'idée, c'était pas de faire un catalogue et de pas. Chaque aide a des conditions différentes, un règlement intérieur différent, et donc les aides sont mobilisables pour chaque bénéficiaire en fonction de leur situation. D'où tout l'intérêt du bilan mobilité et l'accompagnement qui se fait
à côté de la mobilisation des aides. L'un sans l'autre, ça n'aurait pas de sens. Donc, j'ai référencé une aide de la mission locale qui s'appelle le FDAGE, Fonds départemental d'aide aux jeunes. Par exemple, si c'est un jeune qui est en garantie jeune, et je pense que Julien me contredira pas, ce n'est pas accessible, par exemple. Donc du coup, en fonction, les aides qui sont là n'ont pas pour but de vous être transmises tout de go, mais plus d'avoir une notion d'information et plutôt de se dire qu'en fait, des aides au financement du permis ou de la mobilité, il en existe. Des fois, c'est pas un problème financier, c'est ce que je disais en introduction, mais c'est tout l'accompagnement qui va autour, tout le cheminement que la personne doit faire pour entrer dans son projet mobilité qui permet que l'aide ait bien l'effet levier. On peut très bien mobiliser une aide si la personne ne va jamais en auto-école parce qu'elle ne comprend pas les questions du code. L'aide ne servira à rien et le code ne sera jamais obtenu, le problème de mobilité ne sera jamais levé. Donc du coup, il faut avoir eu, je vais dire, un peu une double lecture entre le catalogue des aides, là vous en avez quelques-unes, tout n'est pas là, et la possibilité d'être accompagné pour arriver à mettre en place ces aides avec un accompagnement qui soit suffisant en fait. On est sur le travail au long cours. Un accompagnement mobilité sur la plateforme, c'est entre 18 mois et 24 mois à peu près, pour avoir un ordre d'idée. Les accompagnements les plus rapides sont autour de 18 mois, un peu moins de 18 mois pour certains, mais on compte en moyenne au moins 18 mois. Donc, c'est-à-dire que le fait de mobiliser l'aide ne fait pas tout. Alors, je ne vais pas vous lire la slide comme ça, j'aurais préféré éventuellement qu'on échange sur ces questions d'aide ou des choses comme ça, si vous avez des questions par rapport à ça. Je trouverais ça plus intéressant. Ou pas. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment on peut solliciter, enfin, comment on sait quel service solliciter, enfin, en tout cas, quel est le premier contact qu'on peut avoir. Et derrière, chaque structure, par exemple, si on mobilise une aide du Pôle emploi, ça va être le Pôle emploi qui va être en charge d'accompagner, de faire l'accompagnement social à côté de l'aide financière. Alors du coup, c'est tout le travail des conseillers mobilité là qu'on a au sein de l'association, justement à l'issue du bilan mobilité, de savoir si une aide pourrait venir favoriser le parcours mobilité de la personne, ou si même le parcours de la mobilité de la personne est viable ou pas, parce que des fois, même si on a une aide à mettre en face, si la personne n'est pas prête, ça sert à rien de mobiliser une aide tout de suite, il y a peut-être d'autres choses à mettre en place avant, en fait. Donc des fois, c'est aussi faire le deuil d'un projet, le temps de mettre d'autres ateliers en place pour pouvoir aller après dans de bonnes conditions vers cette aide et vers son projet initial. Donc nous, on a un petit outil en interne qui référencie pas mal des aides qu'on trouve à force de travailler sur le sujet et pour lequel on a référencié les contacts à chaque fois de qui on peut avoir pour instruire le dossier, le monter et voir si toutes les conditions sont bien requises ou pas en fait, et piocher. Donc dans le cadre de l'exemple de Pôle emploi, on peut très bien mobiliser une aide Pôle emploi à hauteur de 1 200 €. C'est pas parce qu'on peut la mobiliser qu'elle est mobilisable à tous les coups, et donc on se rapproche du conseiller Pôle emploi de la personne. On voit avec eux ce qui peut être fait et c'est le conseiller Pôle emploi qui va faire la demande d'aide et nous qui allons faire en sorte que l'accompagnement se suive bien dans le projet mobilité pour que l'aide aboutisse bien à l'obtention d'un code ou d'un permis. Voilà. Par exemple, la Fondation de la Deuxième Chance, c'est une aide qui peut se mobiliser uniquement par l'intermédiaire des travailleurs sociaux du conseil départemental. Donc, quand la personne rentre dans ces prérequis-là, on va demander à un travailleur social du conseil départemental qui va accompagner le bénéficiaire. Souvent, on a vu que pour à peu près la moitié d'entre eux, ils étaient au RSA, de mobiliser cette aide-là. Donc, on va écrire une note de synthèse, on va déjà faire le gros du dossier, mais par contre, voilà, ça fait partie d'une aide que nous, on ne peut pas mobiliser en direct, celle-là, par exemple. Les aides de la CAF, elles ne sont accessibles à minima que s'il y a des enfants, si c'est un foyer avec enfants. Un homme seul n'aura jamais accès à une aide de la CAF, là, tout de suite. Donc, tous ces critères-là, alors là, je donne un critère sur une aide, bien évidemment. Il y a plusieurs critères par aide, en fait. Et tout l'intérêt du bilan et de l'accompagnement mobilité, c'est justement d'avoir cette connaissance-là, cette connaissance fine de l'existence sur le territoire,
pour pouvoir faire la meilleure proposition possible aux bénéficiaires et que donc du coup, son reste à charge, qui, je le répète, s'impose. Il n'y a jamais de gratuité pour les bénéficiaires. On leur demande toujours un cofinancement et on va toujours essayer de se rapprocher du cofinancement le plus adapté à la personne. Je pense que c'était pas une question, mais plutôt une remarque de Julien dans le chat qui disait 200 € d'aide de la région pour un jeune de 18 ans. Oui, ça c'est l'aide dont on a parlé juste avant. Et après, depuis septembre, 500 € pour le pass région. Oui, alors on les a pas toutes. Alors du coup, on les a pas toutes mises parce que nous, on a recensé à peu près une centaine d'aides accessibles pour les bénéficiaires sur le territoire. Donc, on a mis les plus visibles, j'allais dire. On va passer au microcrédit, du coup, Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la slide d'après? Non? Est-ce que dans certaines situations, les aides, elles peuvent se cumuler? Bien sûr. Ouais. Oui. Et alors, celles que j'ai pas notées là, c'est les aides que nous avons aussi en direct. Tout à l'heure, dans les chiffres, je vous ai dit qu'on avait une enveloppe de mécénat de la G2R mondiale, des fonds de la stratégie pauvreté. On a aussi eu un fonds de financement rattaché à du Fonds social européen autour des auto-écoles. Et on mobilise aussi du plan d'investissement de compétences pour l'insertion et l'activité économique, donc le PIC IAE. Donc même s'il a tout de suite, il est en stand-by, le PIC IAE, sur cette fin d'année 2022, c'est aussi des enveloppes qu'on mobilise nous en direct là. Et qui ne sont pas, j'allais dire, l'AG2R, le Fonds stratégie pauvreté ou le FSE qu'on mobilise, ce sont des aides qui nous sont propres. On n'est pas dans du droit commun. Et donc, j'ai pas mis le PIC IAE là sur la slide parce que du coup, tout de suite, le fonds est échu là tout de suite. Mais voilà. Donc, il a dit d'autres aides et on peut très bien mobiliser une enveloppe de Fonds stratégie pauvreté avec l'aide de la mairie d'Aurillac et que la personne ait un bout de CPF pour compléter. Tout est possible. Ça dépendra, par exemple, pour le CPF, si la personne a choisi une auto-école qui est éligible au CPF ou pas, qui a été datadocké ou pas. Parce qu'en fonction des choix des bénéficiaires, vu que ce n'est pas le même tarif de l'heure dans chaque auto-école, le coût restant pour chaque bénéficiaire peut être différent, en fait. Des fois, ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un est aidé à tel niveau et d'autres à un autre. Parce qu'en fait, c'est des pourcentages. Et donc, du coup, à 46 € de l'heure ou à 39 € de l'heure, il ne reste pas le même code-part aux bénéficiaires. Mais ils sont libres de faire leur choix d'auto-école et donc, du coup, d'assumer ce choix-là en fonction des différences financières que ça peut générer derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les aides financières? Comment on peut passer à la suite alors? Pour ceux qui sont intéressés là, par ce détail du tableau, dans notre outil numérique, là, on peut faire des accès à ce catalogue d'aide où il y a un peu plus de détails, des coordonnées. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais vous créer des accès à ce type d'informations par la suite. De la même manière, il existe sur les modes de déplacement, donc là, on revient sur des choses de droit commun, tout ce qui est les TER, les tarifs illico-solidaires, illico-mobilité, je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou pas. Les cars région, qui sont à 1,50 € par trajet et 15 € les carnets de 10. On vous a mis dessous le tarif de location des véhicules au sein du garage solidaire, le coût pour les vélos en fonction de si on peut avoir une aide du FASTT si on est intérimaire ou du conseil départemental si on est au RSA. Et de même pour les véhicules voitures. Tout ceci ne sont que des exemples. Il existe d'autres choses. En tout cas, là, sur ces modes de déplacement-là, pas guère plus, mais voilà, vraiment, il y a beaucoup d'aides possibles à mobiliser.
c'est aussi la difficulté de la mobilité, c'est que ça fonctionne souvent en silo. Un critère administratif donne accès à une aide, mais voilà, il faut en cumuler plusieurs ou il faut toutes les connaître pour arriver à avoir une vision globale. Donc, c'est un peu la difficulté des fois de mobiliser des aides existantes et qui sont des fois sous-utilisées. Est-ce qu'il y a des questions sur les tarifs solidaires en vigueur dans le département? Ça, vraiment, c'est des aides du droit commun, comme disait Pierre. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors, on va continuer sur le microcrédit. Alors, on a prévu une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est le microcrédit. Alors, j'espère que le son va fonctionner. Vous me dites ça tout de suite. Ça marche pas, regarde du coup le son. Ça marche pas. Non, toi tu l'as, je pense, mais nous on l'a pas en face. Mais alors peut-être que Pierre, tu peux l'expliquer comme ça, parce que sinon ça va pas. Oui, c'est moi qui vais faire la bande son. Je lance la. Tu lances pas la vidéo du coup? J'essaie, mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Mais vas-y, ce sera peut-être plus simple si tu. Après, dans tous les cas, un microcrédit, c'est la possibilité pour des personnes qui sont financièrement limites et pour lesquelles le crédit traditionnel n'est pas accessible, la possibilité pour eux d'emprunter de l'argent, alors à différents tarifs, c'est bien, ça va bien être la difficulté. On vous a fait de la même manière un petit tableau qui répertorie ce qu'il existe à peu près sur le territoire. Des différentes sommes d'argent à différents coûts avec ou pas des dépôts de garantie, des cautions. Ces microcrédits-là, comme dans ce qui avait été donné dans le petit test tout à l'heure, on peut s'en servir pour l'achat de véhicules, pour le permis, pour la réparation, pour des projets professionnels, c'est aussi possible. Il existe, en fonction de la prise de risque des opérateurs de microcrédit, des taux qui varient. Je vais prendre l'exemple de l'ADI à 7,45. Les personnes qui sont en situation d'interdit bancaire ou en commission de surendettement sont un public qui peuvent accéder au microcrédit de l'ADI. Du coup, étant un public plus, j'allais dire, avec plus de difficultés pour le remboursement potentiel, l'ADI met un taux plus haut. Tous les microcrédits sont bien accessibles à des personnes qui sont interdits bancaires ou fichées à la Banque de France. Cependant, dans l'étude des dossiers, ça leur est plus ou moins accessible, malgré tout. Je vais prendre le contre-exemple du parcours confiance. On travaille beaucoup avec eux, puisqu'on a fait 21 parcours confiance l'an dernier, 21 parcours confiance qui ont été financés, mais on en a déposé à peu près 33 de mémoire. Donc, il y a 12 dossiers qui n'ont pas été retenus. C'est-à-dire qu'au moment de l'étude, c'est pas parce qu'on dépose un dossier de microcrédit qu'il est retenu d'office. Et donc, par exemple, sur Parcours Confiance, ils sont beaucoup plus, j'allais dire, restrictifs sur l'accès au microcrédit pour les personnes qui ont un fichage Banque de France, à la différence de l'ADI. Le taux explique du coup leur prise de risque ou pas. On a des opérateurs plus locaux qui font du microcrédit, type la MSA, le Secours catholique qui le fait aussi et qui souvent se base avec un
un système de banque à côté, en fait. Donc, ils vont faire l'intermédiaire. Si Parcours Confiance est rattaché à la Caisse d'épargne, par exemple, Créasol à la Banque Populaire. Chaque opérateur se rattache à une banque et donc instruit le dossier à la base, demande la validation à la banque et la banque donne en définitive sa validation. Ça va être toujours la banque qui va décider en dernier. Par exemple, sur l'association, nous, on est labellisé par le Parcours Confiance et on est en train récemment de se labelliser avec Créasol. Alors, pas parce que le taux est plus cher, mais parce qu'avec Créasol, on va pouvoir favoriser du microcrédit pour acheter des voitures en leasing sur des Dacia Sandero neuves, en fait. Ce qui va permettre entre mobiliser 5 000 € pour une voiture d'occasion qui a 200 000 km ou une Dacia neuve qui, au bout de 5 ans, pourra être achetée par la personne et donc se doter de son propre véhicule. Il nous semble que, en termes de mobilité durable, ça a un peu plus de sens et de limiter l'achat de véhicules, j'allais dire, épaves, parce que des fois, on se rend compte que les personnes vont faire un prêt pour un véhicule ne tiendra pas la durée du prêt. Donc, on essaie toujours de limiter. C'est pour ça que sur les 183 accompagnements au financement de projet, il y en a malgré tout que 21 sur le microcrédit. Ça reste pas quelque chose qu'on fait de manière automatique. On met déjà des filtres en amont avant de déposer un dossier auprès des partenaires bancaires, en fait. On fait en sorte que le microcrédit soit bien un effet levier et que ça soit pas quelque chose qui va générer plus de difficultés pour le bénéficiaire par la suite. Le but, c'est pas de rajouter de l'emprunt à l'emprunt. Est-ce qu'il y a des questions sur le microcrédit? Est-ce que tout le monde connaît la notion de dépôt de garantie ou de caution? Oui, mais du coup, elle est faite directement par le bénéficiaire ou alors une association peut se porter garant, un peu comme sur le même système que le logement? Tout est possible. Ça peut être le bénéficiaire qui fasse un dépôt de garantie, ça peut être comme Action Logement, une association qui dépose une garantie, ou alors, je dis une bêtise, un membre de la famille du bénéficiaire qui lui va se porter garant ou va donner une caution, ou quelque chose comme ça en fait. C'est pas obligé que ça soit le bénéficiaire lui-même. Ce qui est sûr, c'est que pour certains opérateurs, et souvent les opérateurs qui vont demander, ça c'est souvent, c'est l'ADI qui le demande parce qu'ils vont sur des dossiers qui sont plus compliqués en fait. Tous les organismes de microcrédit ne sont pas référencés là. Toujours pareil, l'idée, c'était pas de vous mettre des pages et des pages de catalogue, mais en tout cas, c'est ceux avec qui il y a le plus d'interactions, j'allais dire, au niveau du département du Cantal. Alors, on va continuer. S'il n'y a plus de questions ou de remarques sur le microcrédit, sur la méthode de prescription. Alors, du coup, si parmi vous, il y a des gens qui veulent orienter des bénéficiaires, jusqu'à la fin de l'année, on a la même méthode de prescription. À partir de l'an prochain, ça sera une prescription numérique. Donc, il sera toujours le temps en début d'année que je représente les nouveaux outils pour orienter des publics. Mais aujourd'hui, ça se fait par une fiche de prescription papier. Vous la trouvez en ligne sur notre site afapka.fr ou sur cantalmove.fr. La fiche de prescription doit être envoyée vers la boîte mail d'azei.sei@cantal.fr. Il y a une validation. Une fois que la prescription a été validée, on fait un entretien préalable avec le bénéficiaire. On organise une rencontre. Il y a une première rencontre avec le bénéficiaire. On essaie de se rapprocher au plus près de son lieu de vie pour limiter ses difficultés de mobilité. Et à partir de ce moment-là, attaque le bilan mobilité. Le but étant d'accompagner la personne jusqu'au plus loin dans son parcours mobilité. Donc, un bilan, un plan d'action qui découle de ce bilan mobilité.
on va sur un accompagnement adapté en fonction de ce qui ressort du bilan, de ce qu'on connaît du territoire, des aides et des possibilités et des capacités de la personne. Et après, on l'accompagne tout au long de son parcours pour atteindre l'objectif et essayer d'atteindre l'objectif pour qu'il arrive à l'obtention du permis, du code ou l'achat de véhicule ou la réparation de son véhicule. Y a-t-il des interrogations ou pas? Et après, sinon, pour retrouver toutes aussi les solutions de mobilité qu'il existe dans le Cantal, en tout cas, vous pouvez utiliser la plateforme Dora qui référence les solutions de mobilité inclusives et solidaires proches de la ville du bénéficiaire. Donc, on vous invite à aller regarder cette plateforme-là. Et pour prendre contact avec la FAPCA, vous avez un numéro de téléphone, une adresse mail. Pierre, si tu veux rajouter quelque chose. Non, de la même manière, il y a le référencement sur Dora, il y a le référencement sur Soliguide, on a fait un référencement aussi sur Mes aides de Pôle emploi. Donc, on essaye de faire en sorte que ce que l'on propose puisse être accessible le plus facilement possible aux bénéficiaires et du coup aussi aux personnes qui accompagnent les bénéficiaires. Il ne faut pas hésiter à nous contacter en cas de besoin. Le but de cette présentation n'était pas de vous donner l'intégralité des aides et la lecture de tous les règlements intérieurs de toutes les aides, mais plus de se rendre compte en fait que l'aide à mobiliser, c'est pas foncièrement des fois le plus compliqué. Ça va être bien faire comprendre aux bénéficiaires que avec cette aide, il va y avoir un accompagnement en fait. Puisqu'on se rend compte que pour que ça arrive au bout, vu la longueur des projets, il faut bien qu'il y ait cette mobilisation de l'accompagnement pour que la personne aboutisse, que le projet de la personne aboutisse. Donc c'est vraiment, j'allais dire, l'aide est importante, mais sans accompagnement, elle n'a aucune valeur en fait. Et la dernière aide que j'ai pas donnée, parce que du coup elle vient d'arriver, on va avoir une aide là à partir d'octobre pour l'achat de véhicules. Là, pour certains bénéficiaires, on pourra mobiliser jusqu'à 1 000 € d'aide pour l'achat de véhicules dans des garages, pas dans le garage solidaire, parce que le prix des voitures est déjà relativement faible, j'allais dire, mais par contre dans des garages traditionnels aidés pour acheter des véhicules. Pour terminer, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des participants qui souhaitent échanger avec Pierre sur la thématique des aides à la mobilité solidaire ou des remarques, des questions sur les méthodes de prescription? Voilà, on est là pour répondre à vos questions dans encore quelques minutes. Moi, j'avais une question un peu plus d'ordre général. Est-ce que vous avez l'impression que du coup, avec là, est-ce que le périmètre d'action de la FAPCA et toutes les aides qui ont été mises en place là sur ces derniers mois permettent aujourd'hui d'avoir une couverture déjà assez complète sur le territoire du Cantal et donc de bien répondre aux besoins, ou est-ce qu'il y a toujours des trous dans la raquette? Et comment se positionne le Cantal par rapport à d'autres départements? Enfin, est-ce que ça avance bien? Alors du coup, par rapport aux trous dans la raquette, on en aura toujours, parce qu'on est sur l'accompagnement de dentelle. Et donc du coup, il y a toujours des situations pour lesquelles on n'arrive pas à avoir de réponse. Donc d'une année sur l'autre, on essaye moi d'aller monter des dossiers pour aller chercher des financements autres pour permettre justement de résorber ces trous dans la raquette. Mais malgré tout, voilà, on a des difficultés. Puis des fois, on génère nous-mêmes de la difficulté. On a accompagné beaucoup de bénéficiaires sur du code adapté en préfecture, par exemple.
Donc, ils obtiennent leur code en langue maternelle, en arabe, par exemple, mais on se retrouve avec des gens qui, après, pour entrer en auto-école, le niveau de français n'est pas tout à fait suffisant. Donc, du coup, pour interagir avec l'enseignant de la conduite dans le véhicule, c'est un peu limité. Donc, du coup, là, on a mis en place, depuis la semaine dernière, un français langue étrangère mobilité pour apprendre que le vocabulaire. C'est des choses comme ça qui font que, des fois, pensant bien faire et répondre à une problématique à l'instant T, ça génère une autre problématique 5-6 mois après, parce que le code, ça ne prend pas en 3 jours pour les bénéficiaires qu'on accompagne. Donc, du coup, on se rend compte après coup. Donc, on essaie de trouver la solution qui va permettre de cheminer sur le parcours de la personne. Mais on se dit que si la personne n'avait pas passé le code dans sa langue natale, elle ne l'aurait pas eu non plus, sachant qu'elle a déjà conduit dans son pays d'origine. La conduite va être une formalité, malgré tout, il faut quand même arriver à interagir et comprendre le vocabulaire. Donc, voilà, on lève les freins les uns après les autres. Aujourd'hui, on a mobilisé pas mal de choses. On avait, je pense, du retard sur le territoire par rapport à ce qu'il existait sur le reste de la région. La plateforme de mobilité n'existe que depuis octobre 2018, donc c'est un dispositif qui est plutôt jeune, sachant qu'il y a eu 2 ans de pandémie au milieu, donc ça a été en plus un peu compliqué de tout mettre en œuvre et de tout développer. Voilà, il y a des projets encore de développer des nouvelles activités, ou en tout cas pas des nouvelles activités, mais de compléter des activités existantes. Je parlais tout à l'heure de l'auto-école qui est uniquement sur le bassin de vie d'Aurillac, mais qui, je pense, à terme aura nécessité qu'on aille faire des cours de prépa code en milieu plus rural. Et donc, je suis en train de réfléchir à l'idée de développer un projet qui puisse permettre ce type d'accompagnement. Le but n'étant pas d'être concurrentiel avec les auto-écoles des territoires plus ruraux, comme ce n'est pas le cas sur Aurillac, mais d'apporter des ateliers facilitant l'obtention du code pour des personnes qui ne peuvent pas y arriver par la voie traditionnelle, j'allais dire. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui est perpétuel, cette recherche j'allais dire, d'adaptation du dispositif aux problématiques des personnes qu'on nous oriente. Et après, le côté financier, ben, on peut mobiliser des aides au financement, par exemple, pour l'achat de véhicules, mais si il n'y a pas de véhicule à acheter dans des tarifs raisonnables, par exemple, au garage solidaire, parce que ça fonctionne sur la base du don, on peut pas accompagner jusqu'au bout la démarche. Donc, du coup, c'est aussi multifactoriel, puisque du coup, le garage solidaire est une vraie réponse à cette problématique-là. Le fait qu'il y ait des dons de véhicules au sein du garage, ça permet de rétribuer des véhicules à tarif très modéré, tarif solidaire aux bénéficiaires. Mais les dons sont pas suffisants par rapport au nombre de demandes qu'on a. Donc, tout l'intérêt d'être allé chercher une autre enveloppe pour passer par d'autres garages et du coup diminuer le coût du véhicule dans des garages commerciaux traditionnels pour que ça soit de nouveau accessible à nos publics, en fait. Et après, l'enjeu à venir, ça va être l'enjeu de la mobilité durable, puisque du coup, les véhicules qui sont achetés par les publics ou qui sont donnés dans le garage solidaire, choses comme ça, sont des véhicules plutôt anciens, avec beaucoup de kilomètres, qui consomment beaucoup, qui polluent donc beaucoup, et donc avec les normes à venir autour de la fin des véhicules thermiques, choses comme ça, va re-questionner tout le positionnement de la mobilité inclusive et durable. Il va falloir que les deux critères aillent de concert, et là tout de suite c'est un défi pour le département du Cantal, mais pour tous les acteurs de la mobilité inclusive au niveau français. Là, il n'y a pas de personne n'est en avance là, sur ce dossier. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos interrogations. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine ce webinaire? Alors, c'est que c'était très clair. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir animé ce webinaire. Merci à tous les participants. Tu voulais ajouter quelque chose?
Ben non, pour tous ceux qui ont besoin d'informations complémentaires, s'ils n'ont pas souhaité prendre la parole là, la possibilité de me contacter par l'adresse mail ou le téléphone qu'il y avait sur l'avant-dernière slide, sans aucun souci. Merci beaucoup à tous. Excellente journée. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.